Bonjour à tous. Dans cette séquence, on va regarder un petit peu tout l'écosystème autour de Spring, et en particulier Spring Boot, essayer de réexpliquer un peu bien les motivations, pourquoi est-ce que Spring Boot a été créé, quels sont les différents composants. Ensuite, on ira voir certains de ces composants. Donc Spring Core, on l'a déjà vu pour un peu expliquer les besoins d'injection de dépendance. La partie AOP qui fait aussi partie de Spring Core, on l'avait vu. On ira voir plutôt la partie Spring Data, et puis la partie Spring Test, et puis toute la partie ensemble d'annotations qui permet de faire du reste dans Spring. Donc, la partie, si on regarde un peu Spring, c'est un framework qui continue à évoluer. Donc, il y a quelques années, Spring, la version 4 de Spring était sortie. Qu'est-ce qu'ils avaient mis dans Spring 4 ? Globalement, c'est arrivé juste après la sortie de Java 8. Donc, ils ont embarqué un certain nombre d'améliorations liées à Java 8, et puis embarquer un certain nombre de façons de développer les applications en suivant des API qui avaient été standardisées. Exactement comme JPA avait été standardisé, a continué à évoluer, il y avait toute une API autour de la gestion des dates qui avait été spécifiée, la JSR 310, toute la gestion de la concurrence, le pilotage des WebSockets, la partie servlet, la partie JPA, la partie transactionnelle avec JTA, la partie messaging avec JMS. C'est des API Java qui avaient continué à évoluer, et donc Spring, dans son évolution, les a embarqués comme des briques de base recommandées pour le développement d'applications avec Spring. Les autres choses sur lesquelles ils ont pas mal travaillé, alors dernièrement, ça a continué à évoluer. Donc si on regarde, Spring 4 est devenu Spring 5 il y a maintenant, en 2017. Même chose, ça a suivi l'arrivée de Java 9 et un certain nombre d'extensions liées à Java 10. Et surtout, ça a mis un certain nombre d'évolutions dans Spring pour supporter le fait qu'on puisse développer avec Kotlin, qui est un langage de plus en plus populaire dans le monde du développement au-dessus de la JVM. Qu'est-ce qui a changé pas mal ? Toujours pareil, il y a toujours un effort de suivre les API qui sont proposées dans J2E8. Donc le fait de s'adapter aux évolutions dans les servlets, aux nouvelles versions de JPA, etc. Donc c'est ces API-là qui sont devenues des API recommandées pour le développement d'API, d'applications depuis Spring 5. Une amélioration de la partie test avec le support de JUnit 5. Et puis toute une volonté aussi de pouvoir supporter des paradigmes de programmation plus fonctionnels qui étaient aussi demandés par un certain nombre de développeurs. Concrètement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que Spring 5 apporte ce style de programmation fonctionnelle qui permet des fois de ne pas utiliser la notation pour déclarer les composants, mais plutôt de le faire programmatiquement au travers des API. L'avantage de ne pas passer par les annotations, c'est que ça évite les besoins de scanner le bytecode quand Spring démarre à l'exécution. Ils ont aussi pu ajouter toute la capacité à identifier si certains paramètres pouvaient être nuls ou certains bins pouvaient être nuls ou non nuls, ce qui permet d'éviter dans son code métier d'avoir des choses du type si ça c'est nul, etc., d'avoir du code trop défensif. Et puis, toujours un support fort de cette partie-là. Donc voilà un peu les grands, sous le capot aussi des changements, cette notion de pouvoir par défaut décider qu'un certain nombre de bins sont non nuls, et dans ce cas-là, on ne sera pas obligé de faire des tests d'unité dessus. Et puis la capacité à l'inverse à dire attention, ce paramètre-là peut être nul, et donc dans ce cas-là, un type checker qui va venir nous donner de l'information par rapport à ça. Le support de classes orientées données au sens des par exemple des data classes dans Kotlin, ou des classes qui sont taguées à data si on utilise Lombok. L'idée, c'est qu'on était un peu embêté avant, parce que dans ces classes-là, souvent le constructeur est un constructeur avec paramètres. Et la partie Spring ne savait pas trop bien piloter l'instanciation de ce type d'objet. C'est des choses qui ont été résolues depuis Spring 5, et puis l'introduction d'un nouveau framework de log qui wrap le framework de log de Jakarta. Donc ça, c'est les grosses avancées sur le cœur de Spring. Et donc, il y a eu aussi tout un travail pour essayer d'expliquer un peu toutes ces briques qu'on avait autour de ce framework Spring. Donc, il y a toute la partie core où on va retrouver un peu le framework d'injection de dépendance, la partie AOP, etc. Toute une partie liée à la partie Spring Security, qu'on verra tout à l'heure, le support d'un langage comme Groovy, le support d'avoir d'API pour faire de la programmation réactive,
toute la partie Spring Data, qu'on verra derrière, et puis un certain nombre de composants derrière pour faire des tâches de job, du traitement big data, gérer des frameworks comme Hadoop, comme Spark, etc. Et puis, évidemment, faire des API REST, évoluer, dialoguer en WebSocket, etc. Et en fait, ce qui s'est passé sur tous ces briques de base du framework, c'est qu'en gros, configurer un projet Spring correctement et puis après le packager pour qu'il soit prêt au déploiement, c'était quelque chose de relativement compliqué. Et donc la volonté dans Spring Boot, ça a vraiment été de se dire, eh ben, on va fournir un moyen simple de faire en sorte que nos applications démarrent et qu'on puisse démarrer une application dans un bête main comme une application Java toute bête. Et que quand on package ces applications, c'est pareil, on puisse les packager comme avec un seul jar, et que ce jar soit prêt à démarrer et qu'il démarre toute l'application. Donc en gros, répondre à des problématiques qui sont comment est-ce que je fais en sorte que ça reste confortable dans mon IDE, et ça, on a beau dire ce qu'on veut, le fait de pouvoir démarrer en lançant un main, ça rend le développement très confortable, et travailler sur le packaging pour qu'à la fin, quand j'ai packagé mon application, je me retrouve avec un seul fichier qui est prêt à déployer et qui me permet de démarrer mon application. Ça, c'était des choses qui étaient pratiques aussi. Donc ça, c'est vraiment la volonté, une volonté forte de la partie Spring Boot. Donc si on rentre un peu dans le concret autour de Spring Boot, la première chose, l'objectif de Spring Boot, c'était vraiment de travailler sur ce côté expérience utilisateur qui est capable de démarrer rapidement, de faire tourner son application, même si celle-ci a beaucoup de projets et que c'est complexe de le faire tourner. Avec une volonté de supprimer tout ce qui est problématique de génération de code, et puis supprimer les besoins trop importants de configurer des fichiers XML pour être capable d'avoir les premières fonctionnalités de son application, etc. Donc vraiment améliorer l'expérience utilisateur de Spring, utilisateur au sens du développeur qui va travailler autour de Spring. Ça a été couplé à un moment avec un autre projet qui était Spring Initializer, qui était justement pour le développeur, là, lié à Spring Boot, la capacité à démarrer un projet facilement en configurant ce qu'on avait besoin. Donc imaginons que je souhaite faire un projet Spring Boot. Je vais me dire, je veux un Spring Boot en version 2.3.3, je veux du Java, je veux que par défaut mon package ce soit fr.istic, l'artifact ID je vais le laisser à démo, je vais laisser cette partie-là, ce package, je veux un packaging jar, je veux un Java, un support de Java 8, et puis je vais pouvoir rajouter des dépendances. Je vais dire, ah bah tiens, moi j'aime bien utiliser Lombok, pardon, donc je veux Lombok. Moi, il va me falloir faire du JPA à un moment, donc je vais faire du Spring Data JPA. Moi, je vais vouloir faire du REST, il va me falloir du Spring Web. Moi, je vais vouloir de la sécurité, etc., etc., etc. Je vais avoir un certain nombre de modules de Spring que je vais pouvoir charger une fois que j'ai démarré. Quand j'ai fait ça, je vais pouvoir lui dire, super, j'obtiens ce que je veux, je récupère mon application qui a été générée, qui est une application Spring Boot. Donc, comme c'est une application Spring Boot, si je l'importe, je vais faire l'exercice rapidement. J'avais mis Maven, je crois. Donc, c'est un projet Maven que je vais importer. Il va falloir que je le dézip d'abord, excusez-moi. Hop là. Dans la partie téléchargement, j'ai téléchargé cette partie-là. Je vais l'extraire ici. Et puis ici, je vais pouvoir lui dire, dans téléchargement, tu dois avoir un projet de démo, et c'est celui-là que tu insères. Et donc dans ce projet-là, si je vais voir mon projet démo, alors il faut le temps qu'il télécharge quelques éléments, et puis je vais me retrouver avec, c'est un projet Spring Boot, donc un main qui est tout prêt à travailler, etc. Et puis un pom.xml qui a été bien géré en fonction des dépendances que je lui ai demandé pour configurer cette application correctement. Donc, voilà un peu à quoi sert cette partie Spring Boot.
Le gros intérêt, donc là, si je vais générer une première application, et ben, ça va me permettre, là, en reste, par exemple, donc si j'avais envie de faire une application, si j'avais choisi Groovy comme langage ou Kotlin, ou là, j'ai choisi Java, bah, je vais pouvoir uniquement rajouter mon service REST en disant ça, c'est mon service REST, il sera accessible sur Slash, et puis il doit répondre. Et puis, bah, quand je vais lancer mon application, eh ben, elle démarre directement. Donc, cet avantage-là, c'est que ça me permet de fournir un moyen de déclarer facilement un main et puis la notion de Spring Application à qui on va injecter un contexte de configuration particulière. On va pouvoir avoir des notations de haut niveau pour lui dire auto-configure-toi, etc., etc. Ça va automatiquement me gérer des problématiques de paramètres passés à l'exécution du programme si je le souhaite, pour surcharger des paramètres qui seraient dans un fichier de configuration embarqué. Et puis, ça va automatiquement, au packaging, me fournir un jar exécutable, prêt à démarrer, sans avoir besoin d'installer quoi que ce soit en plus. Donc, ça, c'est le but de Spring Boot, me faciliter mon expérience autour de ça. Donc, pour revenir sur ce côté exemple de ce qu'on a directement dans Spring Boot qui est pratique, eh ben, dans une application Spring, on l'avait montré à un moment dans un des énoncés de TP, les applications, elles peuvent avoir des propriétés, par exemple serveur.port, qui sera défini dans un fichier de propriété de Spring. À tout moment, je vais pouvoir surcharger une de ces propriétés qui est pourtant définie dans un fichier de configuration en ligne de commande, sans rien avoir à faire de particulier au niveau de mon code applicatif. C'est-à-dire que Spring Boot va automatiquement me gérer une problématique, de gérer des paramètres et de lancer l'application avec les bons paramètres qui ont été donnés en ligne de commande. Ça va me permettre d'embarquer automatiquement un serveur web comme un Tomcat ou un Jetty, de configurer relativement facilement toute la partie configuration avec ma base de données, etc., de permettre de faire facilement du batch processing. Tout ça, c'est des points qui ont été beaucoup simplifiés avec l'utilisation de Spring Boot. Les autres éléments, simplifier toute la problématique de la sécurité, toute la problématique du log. Donc ça, c'est le framework qui me fournit ça. Et à chaque fois, Spring Boot me permet d'intégrer, d'avoir des versions intégrées relativement facilement. Donc, ça, c'était le but. N'hésitez pas à aller voir la documentation autour de Spring Boot. Et puis, quand on va démarrer un projet Spring Boot, n'hésitez pas à utiliser le projet Spring Initializer que je vous ai présenté.